Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. On est samedi et vous le savez, le samedi on explore ensemble tout un tas de petits sujets autour du développement, souvent autour de Symfony mais pas que. Et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais partager avec vous tout simplement un moment de vérité parce que je vais tester un outil que je n'ai jamais testé jusqu'à présent et j'avais envie de le faire avec vous en vidéo comme ça pour que vous me voyez galérer, etc., etc. Je pense que c'est intéressant parce que des fois, il y a l'artifice de la vidéo qui est préparé et on a l'impression que ça marche toujours, bien que souvent je fasse des petites erreurs. Eh bien là, vous allez me voir galérer probablement, tout ne va pas se passer comme prévu, alors j'espère que ça va vous plaire, cette petite approche un petit peu comme ça, improvisée. Mais moi j'aime bien comme ça, hein, c'est la vraie vie après tout, donc c'est intéressant de vous montrer la vraie vie. Mais avant de commencer, vous le savez, on est sur YouTube, donc on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, c'est important parce que c'est YouTube, c'est l'algorithme, il fonctionne comme ça, que voulez-vous? On doit jouer le jeu. N'oubliez pas de liker, de commenter, bref, hein, vous le savez, je suis sûr que vous le savez, tout le monde vous le dit. Allez, passons maintenant, je me mets en mode tuto ici et je vais vous expliquer un petit peu l'objet de mon délire. L'objet de mon délire, il est double. Première chose, j'ai envie d'utiliser un backend as a service qui s'appelle Supabase. C'est une solution que vous pouvez utiliser en cloud ou que vous pouvez auto-héberger grâce à Docker. Alors là, comme j'ai la flemme, on va utiliser la version gratuite dans le cloud qui vous offre pas mal de performances. Et ce qui est très intéressant avec cette espèce de backend as a service, c'est que il vous offre en tout cas la possibilité de vous y connecter avec une connexion base de données PostgreSQL. Donc j'ai dans l'idée de créer un petit modèle de données avec Symfony, parce qu'après tout, on aime Symfony, à partir de ce modèle de données qu'on va générer avec Doctrine, on va créer les tables sur Supabase, et ensuite, Supabase va nous fabriquer une API. On n'aura rien à faire, on aura une API qui fonctionne tout de suite, et on va utiliser cette API avec une autre application, et c'est vraiment celle-ci que je ne connais pas, qui s'appelle AppSmith, que vous pouvez auto-héberger. Vous savez que j'aime auto-héberger les solutions. AppSmith vous permet de fabriquer un front-end en no-code, mais c'est une solution que vous pouvez auto-héberger. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, voilà un petit peu le topo de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Peut-être que ça va être un gros fail. Peut-être que cette vidéo ne sera pas publiée, hein, si c'est vraiment un gros fail. Quoique, allez, si je m'engage, même si ça foire, écoutez, je posterai cette vidéo et vous pourrez rigoler tranquillement dans les commentaires. Donc, si on récapitule, on va créer un petit projet Symfony avec une table ou deux. On va ensuite injecter ces tables-là dans Supabase qui va nous générer automatiquement une API. Et ensuite, nous allons exploiter, ou en tout cas, nous allons essayer d'exploiter cette API avec AppSmith en le faisant bien sûr tourner sur notre poste. On verra comment on peut faire. Hein. J'ai dans l'idée, je suis allé voir rapidement la doc tout à l'heure, qu'on peut le lancer en local avec Docker. Donc, première chose, nous allons créer un fameux projet Symfony. On va faire un Symfony. Hop. Symfony New, on va l'appeler comment? On va l'appeler, oui, test Supabase. Ouais, on va lui dire test Supabase, peut-être pas. On va lui dire démo blog. Voilà, on va faire un blog, hein, les amis. Voilà, on va se faire un petit blog. Donc, new démo blog web app. Alors, on pourrait peut-être même se passer de web app parce qu'en fait, Symfony, là, il ne va jamais. On ne va jamais lancer l'application Symfony. On va juste s'en servir pour générer nos entités. On va juste se servir en fait du Maker Bundle de Doctrine en tant qu'ORM pour aller créer ensuite les tables chez Supabase. En parallèle, on va se créer le projet Supabase. Donc on va reprendre le même nom ici, un démo blog. Hop, tant qu'à faire, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai killé. Je crois que les amis, j'ai killé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il m'a quand même créé quelque chose ici? C'est étonnant. On va faire un composer install. Hop. J'ai mon skin. Oh là là, les amis, je vais pas y arriver ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, écoutez, j'ai l'impression que tout est là. Bon, bref, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Donc, on a dit qu'on voulait créer un projet sur Supabase qu'on va appeler Demoblog également. Alors, probablement, il va me dire que ça existe déjà. Non, il me dit rien. On va lui mettre un petit mot de passe. Alors, toi, ne m'embête plus. Voilà. On va lui mettre un petit mot de passe, hop, que j'avais préparé ici. Voilà. On prend un serveur, on a le choix. Moi, je prends à Francfort et on prend le pricing à 0 € par mois et on se crée le projet. Comme ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins on est tranquille ici. Donc là, il va nous créer le projet. Ben, ça y est, regardez, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé. Donc Supabase, hein, si vous ne connaissez pas, ça vous permet de faire fonctionner en arrière-plan une base de données PostgreSQL. Donc là, bon, là j'imagine qu'elle n'est pas encore créée. Hein. Si on vient ici, oui, voilà, vous voyez, Setting Up Project. Donc ça vous permet de vous offrir une base de données PostgreSQL managée. Vous n'avez rien à faire, elle est managée pour vous, hein, sauf si vous hébergez Supabase. Ça vous offre directement ici des outils de création de tables en no-code pour ceux qui auraient envie, mais là, pour le coup, nous, on ne va pas le faire. On va essayer d'utiliser la base de données depuis une application Symfony. Et puis, ça vous offre plein de features super cool, notamment la gestion des authentifications pour que les gens puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent se loguer, qu'ils puissent avoir un token JWT en échange. Vous pouvez faire vraiment des trucs super cool avec Supabase. Moi, je le découvre là depuis quelques jours, quelques semaines, et vraiment, je trouve que c'est un outil hyper intéressant, très très prometteur. Et surtout, il y a un avantage énorme avec Supabase, c'est qu'à partir de ce que vous mettez en base de données, eh bien, il vous crée automatiquement des endpoints pour votre, pour une API en fait, hein, automatiquement, vous n'avez rien à faire. Donc là, c'est bon, il nous a bien créé la base de données parce que ici, on a bien accès à toutes les données, l'hôte, la base de données, le port, le user et le password. Et bon, le password, je vais vous le mettre en clair, hein, tant pis, je supprimerai le projet après. Donc là, on va aller remplir le fichier .env de notre projet Symfony pour lui mettre les informations de cette base de données. Donc, on vient ici, on va se faire simplement un petit copier-coller du .env vers un .env local. Hop. Et on ouvre notre projet Symfony. Hop, dans un éditeur de code ici. Ouais, alors il m'a l'air un peu minimaliste, hein, ce projet Symfony. Je suis pas sûr qu'il y ait tout ici. J'ai l'impression que ça a foiré, hein, la création du projet Symfony. Alors attendez. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va le supprimer. Hop. Démo blog. Je vous avais dit, hein, c'est une vidéo sans filet. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fait une manip clavier au moment où je faisais le Symfony, l'initialisation du projet. Et j'ai l'impression que ça a complètement foiré la création du projet. Alors, cette fois-ci, logiquement, ça devrait bien se passer. Hein. C'est un truc que je fais tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc nous allons patienter tranquillement. Oui, voilà, regardez, c'est bon, ça a bien fonctionné. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre démo blog. Cette fois-ci, tout va bien. On va se copier à nouveau le fichier .env vers le .env .local. Et donc là, on va ouvrir ça dans Visual Studio Code. On va y arriver, hein, promis. Et donc, dans notre .env .local, on va venir y mettre les informations qui nous sont fournies par Supabase. Donc, Supabase, il est là. Ça, c'est l'hôte. Donc, l'hôte, c'est plus 127.0.0. C'est cette longue URL. Le port, c'est le même. Le nom de la base de données, c'est Postgres. OK. Donc là, on change. On met Postgres. Le nom du user, c'est Postgres aussi. Parfait. Hop, et le mot de passe, eh bien, c'est le petit mot de passe que vous n'avez pas vu tout à l'heure, mais là, vous allez le voir, mais ne cherchez pas à l'utiliser. Hein. L'environnement sera détruit à la fin de la vidéo. Voilà, parfait. On a bien connecté la base de données. D'ailleurs, on pourrait tester directement, hein, si on fait un Symfony console Doctrine Database Create, logiquement, il ne va pas être content parce qu'il va nous dire qu'elle existe déjà.
voyez, déjà, il nous dit database Postgres already exist. OK, donc ça, c'est bon. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc maintenant, on va se créer nos entités. Hein, c'était l'objectif. Donc on va faire un Symfony console up make entity et on va l'appeler catégorie, hein, parce que dans un blog, il y a des catégories, vous le savez, et on va lui mettre un name tout simplement. C'est un string 255 qui qui n'a pas le droit d'être nul en base de données, et c'est tout ce qu'il y a. Parfait. Et donc, il y a bien sûr la deuxième entité, hein, qui est le blog post. On va l'appeler même le post, hein, ça sera plus simple. Ici, hop. Et le post, il a quoi comme champ? Il a un title de type string, oui, c'est parfait. Hop, 255, qui ne peut pas être nul. Et il a un champ qu'on va appeler content. Hein. Hop, on va faire un truc très bête, qui va être de type texte. Hop, et qui n'a pas le droit d'être nul. Et enfin, bien sûr, on a un autre champ important, qui est le champ catégories, parce qu'il peut avoir plusieurs catégories. Oui. Allez, plusieurs catégories de type relation avec la table bien catégorie. Et là, on va lui dire, bien, chaque poste peut être lié à plusieurs catégories et chaque catégorie peut être liée à plusieurs postes. On va voir comme ça si le many to many fonctionne avec Supabase. On va voir comment il réagit. J'avoue que j'ai pour le moment toujours testé des one to many ou des many to one, mais jamais des many to many, donc c'est l'occasion de tester ça. Là, il nous dit, est-ce qu'on veut rajouter une propriété dans catégorie pour qu'il puisse accéder au poste? On va lui dire yes, bien sûr, tu vas t'appeler poste, pas de problème. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Non, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Donc là, on va essayer de générer nos migrations. Logiquement, j'ai déjà fait le test. Alors, ça, c'est la partie que j'ai déjà testée. Vous allez voir que ça ne devrait pas bien se passer. On devrait avoir quelques problèmes sur des types. Vous voyez, type texte ici, il n'est pas content. Donc, on va aller légèrement modifier le comportement de doctrine en allant dans config, package, doctrine ici. Et ici, on va lui dire, on va lui faire un mapping type. Oui, alors ça, il est gentil, mais non. On va lui dire, quand c'est du underscore texte, eh bien, moi, je veux que tu me fasses du string, tout simplement. Comme ça, il va remplacer ces champs underscore text par des strings. Donc, on relance la migration. Probablement qu'on va avoir encore d'autres soucis du même genre, ou pas, on va voir. Hein. Je vais dézoomer un petit peu. Ok, il me dit quoi? Qu'il a un problème avec reg class. Je ne sais pas exactement à quoi ça signifie, mais on ne va pas s'embêter. On va lui faire directement, hop, reg class, pareil. Et comme on ne sait pas ce que c'est et qu'on est en mode expérimentation, on va lui dire aussi que c'est du string. Allez, on retente. On va y aller comme ça, hein, progressivement, petit pas par petit pas. Hein, n'allons pas trop vite. Soyons tranquillou, bilou. Allez, on relance. Il y a de fortes chances qu'il y ait encore un petit message. Hein. Je vous ai dit, de toute façon, c'est une vidéo sans filet. Hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires hein, si ça vous plaît, ce genre de vidéo un petit peu différente de d'habitude. Est-ce que j'ai fait entrer? Je ne sais pas si j'avais fait entrer. Il nous dit quoi? Le type user. Ok, tout ça là. Oui. Tac. Je pense que ça fait probablement référence à des tables qu'on n'utilise pas nous. Hop. On va à nouveau essayer de faire notre Symfony Console Make Migration. On va éliminer comme ça tous les trucs qui nous posent problème. Vous allez voir que à la fin, on aura juste ce qu'il nous faut. Allez, regroll, vous avez compris maintenant, je vous fais plus de dessin. Hop, et on retente. Est-ce qu'on va arriver à générer ces fameuses migrations? Allez, on croise les doigts, on y croit les amis. C'est la première fois hein, que je fais une many-to-many pour utiliser une base PostgreSQL à la sauce Supabase. Donc, on va voir hein, si ça aboutit ou pas. Allez. Le suspense est à son comble. Est-ce que ça va passer? Je ne vous le cache pas que là, moi-même, je suis en suspense. Hein. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Yes, ça a fonctionné. Nickel. Allez, on va essayer d'appliquer les migrations. Hein. Symfony Doctrine Migration Migrate. On va jouer les migrations. Et on va voir si Supabase, il est content ou pas. Donc là, il nous dit, est-ce que je suis OK pour jouer les migrations? Donc je vais répondre yes.
Et là, eh bien oui, j'ai des soucis et vous allez comprendre pourquoi. On va aller voir hein, les migrations qui ont été générées ici par l'ORM. Et vous allez voir qu'ici, vous voyez, il fait des alter tables. Il essaye de virer des tables qui sont gérées en fait par Supabase et pas par nous. Il les détecte, il dit bon, bah, il faut les virer. Moi, ça ne fait pas partie de ce que je gère. Donc, nous, on va être un petit peu bourrin. On va lui dire tiens, ça, eh bien, tais-toi. Ne nous embête pas avec ça. Pareil, ça, GraphQL, HOTS, machin, ça ne fait pas partie de ce qu'on veut gérer avec Symfony. Qu'est-ce qu'on a après Messenger? Ça c'est bien Symfony qui génère ça. Et ensuite, on a ici des drop tables aussi, real time, storage, tout ça, on n'en a pas besoin. Hop, on le vire aussi. Et on pourrait faire pareil sur le down. Hop. Voilà, bon. A priori, on va pas faire de down, hein, mais sait-on jamais. Hop, ça aussi, on s'en fiche. Le storage bucket, on s'en fiche aussi. Écoutez, on va pas s'embêter sur le down parce qu'on va pas l'appliquer, mais si on voulait faire vraiment les choses très bien, il faudrait que de ce côté-là, on ait le pendant de ce qu'on a ici. Donc là, on est bon. On va essayer maintenant de jouer nos migrations. Logiquement, ça devrait, sauf si j'ai oublié quelque chose, mieux se passer. C'est-à-dire que ça devrait aller créer nos tables. Ok, on répond yes. Ça devrait aller créer nos tables sur Supabase. Donc on va aller voir ça tout de suite après. Regardez, c'est bon, c'est passé. Donc là, si on va dans l'interface de Supabase, ici, et qu'on vient dans Table Editor, vous allez voir que logiquement, effectivement, on voit bien qu'on a catégorie, qu'on a post, et on a la table de jointure, hein, la table qui nous permet les many to many, qui est ici, qui permet de faire la relation hein, entre un post, vous voyez ici, et sa catégorie, tout simplement. Si on fait insert, qu'est-ce qu'il nous propose? Ouais, il ne nous propose rien ici, et donc il faut passer par post catégorie hein, pour faire les jointures. Donc, je vous demande quelques instants, je mets sur pause. Bon, je reprends l'enregistrement, hein. J'ai eu une petite urgence à gérer, mais me revoilà, donc je ne sais plus exactement ce que je vous disais, mais bref, on a bien les tables qui sont créées comme ça, là maintenant, dans notre Supabase. Ce que je vous propose, c'est qu'on se crée aussi des fixtures en tant qu'affaire, on ne va pas écrire des articles ni quoi que ce soit. Donc, on va écrire des fixtures et on va injecter des fixtures dans notre base de données, comme ça au moins on n'a pas besoin d'écrire de faux articles, etc., etc. Donc on va installer le grand classique, hop, le composer require-dev ORM fixtures, et on va installer son ami Faker aussi, qui est l'outil parfait pour générer des fausses données. Donc on va aussi l'installer, hop, ici. On va lui rajouter le -dev aussi, même si de toute façon cette application Symfony n'a pas dans ce contexte-là vocation à être mise en ligne, hein. C'est juste on se sert de Symfony et de Doctrine pour nous générer les tables et c'est tout en fait, hein. Donc c'est juste une boîte à outils qu'on a là. Donc allez, on va s'écrire vite fait des petites fixtures. Vous allez voir, ça va être très rapide, mais c'est surtout, ça va être très pratique pour peupler entre guillemets notre base de données. Data fixtures ici. Alors qu'est-ce qu'on va se faire? On va venir, déjà première chose, on va venir instancier Faker. Donc on va faire un petit use Faker et c'est la factory que l'on veut de notre ami Faker ici. Et on va donc créer un petit Faker est égal à factory et c'est 2.2. Create et on va se le mettre en français. Je pense que je peux mettre entre simple quotes d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc là, on a instancié Faker en langue française. Donc maintenant, on va se créer... Allez, on va se créer quoi? On va se créer 5 catégories. OK. Et pour chaque catégorie, on va se créer quelques articles. On va faire ça. On va faire... Hop. Catégorie, hop, on va créer catégorie. De la catégorie, il y avait juste un nom et avec Faker, on va chercher un mot au hasard, parfait. Et pour chacune des catégories, on va s'écrire, hop, donc c'est pas I, mais on va mettre F ici, on va s'écrire 5 articles par catégorie. Et donc là, on va créer tout simplement notre post est égal à new post tout simplement. Hop.
on importe post. Et post, rappelez-vous, il y avait un title, un content, et puis c'est pas set, mais c'est add catégorie. Et on lui rajoute la catégorie dans laquelle on se trouve. On n'oublie pas de faire persister ici notre post. Voilà. Et on pourrait d'ailleurs faire persister la catégorie ici aussi. Ça paye pas de mine. Ok, donc là on est pas mal. On a nos catégories, on a nos contenus. On va pouvoir voir si ça fonctionne avec Supabase. Si on est capable de faire ça, donc on va aller... hop, il est où mon petit... D'accord. Je sais pas pourquoi je ne pouvais pas remonter. On va faire un petit Symfony Console, Doctrine, Fixture Load. Et donc là, on va lui dire yes, allez, c'est parti. Il purge la base de données, mais il n'y avait rien de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Et il vient la peupler avec tous nos articles. Et on va voir comment Supabase nous affiche tout ça. Hein. Je suis très curieux de voir comment il s'en sort. Donc là, si on vient ici et qu'on vient dans Post, logiquement, parfait. Vous voyez qu'on a bien les titles, les contents. Quand on vient dans catégorie, on a bien nos 5 catégories, parfait. Et si on vient dans la table post underscore catégorie, on a bien les jointures entre les postes et les catégories. Et logiquement, c'est ici voilà, qu'on peut voir hein, le titre de l'article qui est relié avec telle catégorie. Parfait. Là où c'est cool, maintenant c'est bon, la partie Symfony, elle est terminée. Donc on peut gentiment, on va se regarder ouvert, sait-on jamais, mais maintenant, on a déjà une API qui fonctionne. C'est là où Supabase, c'est méga cool. Parce que si on vient ici sur API, vous allez voir qu'il nous a généré des endpoints directement pour post, par exemple. Et on peut requêter pour venir chercher des posts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Postman. Hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que Postman pour aller requêter sur des API. Hein. Donc, on va se lancer Postman. Je vais juste, avant de le lancer, vérifier... Hop, qu'il n'y ait rien de confidentiel. Hop, peut-être que si je me mets comme ça, ouais, voilà, ça sera mieux. Hop, hop, nickel. Allez, on le met là, nickel, le petit Postman. Donc, nous allons essayer d'aller en une seule requête, aller récupérer tous nos posts avec leur catégorie. Donc là, si on regarde la documentation, alors moi je préfère me mettre en bash ici, comme ça on a les requêtes pour faire du curl. C'est assez proche de ce que l'on veut faire. Et donc nous, on voulait faire quoi? On voulait aller... hop, ID. Alors regardez ce qu'on va faire. On va déjà copier ici hop, la chaîne de connexion, enfin l'URL de connexion. On va faire une petite requête en get. Sur cette URL, et nous, on ne veut pas sélectionner un ID en particulier, mais on veut lui dire, ben, je veux tous les ID. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Je veux tous les ID, je pense que c'est ça. Ou je veux tous les champs, pardon. Le étoile, si, c'est pour tous les champs. Donc là, si je lance la commande, il va me jeter, il me dit qu'il lui faut des credentials. Donc les credentials, vous les trouvez ici, hein, dans Settings, API, et il faut copier ici hein, ce qui s'appelle le anonyme public. Donc on va copier ça. En tout cas, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on va lui dire que c'est un bearer token. Hop, et on va mettre ça ici, parfait. Et là, si je fais send, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il me dit que les identifiants sont pas bons. Hop, copier. Alors, peut-être qu'il faut que je lui passe dans le header ici un API key. Hop. Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Oui. Donc, il fallait lui passer dans les headers, en fait. Hein. Donc là, regardez, je récupère bien, sans problème, tous mes articles. Donc ça, c'est quand même méga cool. Mais nous, on aimerait récupérer, rappelez-vous, hein, on aimerait récupérer les relations entre nos articles et nos catégories. Est-ce que par là, on va pouvoir? Ben, je pense que par là, on va pas pouvoir. Donc, en fait, ça serait peut-être plutôt intéressant de requêter sur la table post underscore catégorie. En passant par là, peut-être qu'on aura plus d'informations. Vous voyez, en passant par la table de jointure, on pourra comme ça récupérer et le post et le catégorie. Et là où c'est génial, c'est que regardez, là, dans la base, alors je ne sais pas si je peux zoomer dans Postman. Est-ce que je peux zoom in? Oui, on va pouvoir zoomer pour que vous y voyez un petit peu mieux. Parfait. Vous voyez ici dans la chaîne de connexion. Alors attendez, je vais essayer de
réduire ça. Voilà. Ici, je lui disais select pour sélectionner tous les champs. Et tous les champs, bah, il me dit post ID, catégorie ID. Mais là où c'est très intéressant, c'est que si je lui dis, tiens, je veux le post ID, et dans post ID, je veux tous les champs de post ID. J'ai juste à mettre post ID, entre parenthèses, étoile. Et pour le deuxième champ, le catégorie ID ici, hop, je vais faire la même chose. Je vais lui dire ça, et étoile. Et là, logiquement, il devrait tout récupérer. Regardez-moi cette petite magie. En une seule requête ici, je récupère eh bien, le poste et la catégorie associée. Donc là, on a notre petite requête qui n'est pas du tout optimisée, hein, qui récupère d'un coup 5 fois 5 articles, mais bon, c'est pas gênant, on en a 25, mais après tout, on s'en fiche. On a ici une requête qui nous permet de tout récupérer. Donc là, vous voyez, c'est l'avantage énorme d'utiliser Supabase, c'est que Supabase, eh bien, il a généré cette API par nous. On n'a rien eu à coder. On a juste décrit nos entités dans Symfony. On a fait 2-3 bricoles pour être capable, depuis Symfony, d'aller générer les tables, importer des fausses données, etc., etc. Mais après, tout le reste, c'est directement Supabase qui s'en est occupé. Et maintenant, ben, l'idée, vous l'avez compris, c'est d'utiliser cette API avec eh bien, l'autre application que j'ai envie de tester avec vous et que je ne connais pas, qui s'appelle AppSmith ici. Et on va essayer, parce que on va essayer de la faire fonctionner sur notre poste, parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est pour ça que j'ai envie de tester cet outil, c'est parce qu'on peut l'auto-héberger, et moi j'aime beaucoup auto-héberger les choses, hein. Je trouve ça toujours plus intéressant que d'être dépendant d'un fournisseur. Donc là, il y a la documentation pour Docker, donc on va pas se priver, on va aller voir la documentation. Où est-ce qu'on peut trouver le Docker Compose? Ici, hop, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que si on fait le curl de ce truc-là, on doit choper le Docker Compose. Regardez, on va aller ouvrir l'URL en question. Nickel, on a un Docker Compose ici. Donc on va prendre le Docker Compose et vous savez ce qu'on va faire? On va écraser le Docker Compose de base qui est fourni avec le projet Symfony et on va mettre ça à la place. Donc on va virer le Docker Compose override, on n'en a pas besoin. Hop, et ici on va juste squatter le Docker Compose qui est fourni par Symfony. Donc là, qu'est-ce qu'il démarre, ce petit Docker Compose? Il va chercher l'image de appsmith-ce pour Community Edition. Il expose les ports 80, 80, 443. OK. Et il persiste ces données dans .stacks. Donc là, ça devrait nous créer un répertoire qui va s'appeler .stacks. Allez, on va démarrer sans plus attendre ce conteneur. Alors pour tout vous dire quand même, pour ne pas perdre trop de temps, j'ai téléchargé les images Docker juste avant, parce que sinon, avec ma petite connexion du fin fond de la campagne, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Donc là, c'est parti. Ah, attendez, il me dit quoi? Que le conteneur existe déjà. Ah oui, parce que comme je l'ai lancé tout à l'heure, hop, il veut pas le relancer. Donc on va le lancer avec un autre nom. Pas de souci. OK. AppSmith est bien démarré, hein. J'avais les images en local, donc ça va très vite. Donc là, logiquement, si tout se passe bien, si on va sur 127.0.0. tout court, eh bien, il ne se passe rien. Et c'est génial. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien? Est-ce que il a bien démarré? Oui, pourtant, regardez, il a bien démarré. Est-ce qu'on a bien mappé le port 80? Oui. Alors, pourquoi il n'est pas content? Ah bah écoutez, il avait peut-être pas réussi à démarrer complètement, je pense. Hop. Qu'est-ce qu'il n'est pas content? AppSmith. Alors attendez. Probablement. Hop, on va le stopper. Hop. Conteneur AppSmith 1. Et on va faire d'abord, on va essayer de nettoyer un petit peu ce truc-là. Hop, AppSmith, c'est comme ça qu'il s'appelait. Est-ce que cette commande, elle existe? Non. Tac, c'était celui-là. Je suis pas sûr que cette commande fonctionne. Ouais, non, elle fonctionne pas. Alors, attendez. Donc là, je vais mettre 1 aussi. C'est peut-être pour ça. Le volume, c'est ça. Le conteneur, 1. OK. Allez, on essaye de redémarrer ça. Oui, d'accord. Il n'est pas content. À chaque fois, il gueule. Vous savez quoi? On va enlever le nom du conteneur. On s'en fiche un peu. Hop.
Donc là, qu'est-ce qu'on a sur le port 80? Ok, il n'est pas content du tout. Et est-ce que sur le port HTTPS, il est content? Non, il n'est pas content non plus. Ah ah. Ah, ça y est. Bon, c'était peut-être juste le temps en fait que l'application démarre dans le conteneur, hein. C'est moi qui étais peut-être un peu exigeant. Donc on a bien, hein, sur le port 89 machine une instance de AppSmith qui tourne. Super. Et à partir de là, je vous promets que là c'est sans filet. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc on va suivre le truc. Ok, il veut un nom. Johan. On va lui mettre un faux adresse. test@test.com. Le mot de passe, on met password. Hop, on vérifie avec password. On est quoi? On est ingénieur, bien sûr, et on est là pour faire quoi? Pour juste explorer. Allez, next. Non, on ne veut pas partager les données. Et non, on ne veut pas être mis au courant. De toute façon, vu l'adresse mail, à mon avis, ça ne serait pas aller très loin. Ok, donc on a un espèce de petit tuto qui nous prend en main, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, connectez-vous à une base de données ou une API. Ok. Faites des drag and drop et puis publiez. Bah écoutez, on va pas faire le tutoriel, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Et donc, eh bien, on va ajouter une source de données. Ouais, ok, c'est cool. Donc là, on pourrait se connecter en Postgres. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on pourrait faire, voilà, Create New API. Nous, c'est ça que l'on veut faire. Ok, on va se connecter ici. Comment ça marche? Le header, il est là. Le get, il est là. Ok, donc on va marquer tous les posts. Hop. Voilà. Ouh là là, j'ai moi qui dysfonctionne depuis quelques temps là. Ok, tous les posts. On va aller récupérer notre petite URL magique. Rappelez-vous, celle-ci là, qui contient tout ce qu'il faut pour choper tous les posts et leurs catégories. Donc on va venir mettre ça ici. Ok. Et il fallait, param, ouais, ok, d'accord. Et il fallait qu'on lui passe des headers. Le header, c'était quoi? C'était API key ici. Hop, API key. Et la valeur, c'était tout ça. Hop, qu'on va venir, hop, c'est quoi ça? Hop, qu'on va venir coller ici. Parfait. Et si je fais run, ok, si on fait run, il récupère bien les objets, récupère bien deux colonnes, un post ID avec une collection d'objets ici, et catégorie ID aussi. Si je me mets en JSON, on a bien tout ce qu'il faut ici. Cool, 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 cool. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Page. Ok, je me mets sur la page. Ajouter un widget. Container, ça me plaît bien ça, container. Un petit container ici. Ok. Et j'aimerais que ce conteneur il soit branché entre guillemets sur ma requête en fait, qui boucle et qui... Est-ce qu'on peut faire ça? Allez, où est-ce que je retrouve ma requête? C'était où ma connexion là? Attendez. Comment je reviens là? Data source. Pourquoi il n'y a plus ma data source? Ça m'a tout fait sauter? Ah, bon. Si. Eh ben non. J'ai perdu ce que j'ai fait. Attendez. J'ai tout perdu, les amis, c'est ça? C'est ça que c'est en train de nous expliquer? Ben oui, j'en ai bien l'impression. Il faut recommencer. Bon. Eh bien, recommençons. Alors, cette fois-ci, on va se mettre en mode de post comme ça. Allez, c'est reparti pour un tour. Ok, oui, donc ça, hop, tant qu'on y est, on va mettre ça là. API key. On le passe ici. Ça, c'est ok. On avait l'URL. Décidément, hein. L'URL qui est ici. Et là, si on fait run. Ok, donc j'ai bien tout ce qu'il me faut. Donc, est-ce qu'il faut que je fasse le run en haut ici? Ouais, ok. Donc là, il faut que je sélectionne un widget. Ok. Ah, regardez, là, je peux le binder ici. Ok, il me dit que non, qu'il ne veut pas le binder sur ça. Ok, ça veut dire que peut-être le conteneur, c'était pas une bonne idée. Bon, on va essayer autre chose. Est-ce qu'on n'aurait pas
un truc genre du texte en fait, tout simplement. Ouais, voilà, du texte. Bind to text. Ok. Et ça, c'est quoi ça? Ok, il récupère les datas. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Dans quoi il va? Ah, ouais, le problème, c'est que là, il m'affiche le dernier, en fait. Donc, peut-être qu'il fallait que j'insiste un peu sur ce truc-là, en fait. Peut-être bien qu'il fallait que j'insiste. Je vous avais promis qu'on allait galérer, hein. Alors, bon, on recommence. Eh bien, écoutez, on va mettre API 3, hein. Ça y est, j'en ai marre. On va se coller l'URL. Ah, mais à la fin, on va connaître le token par cœur, hein. API key. On se colle ici. Alors, j'imagine que s'il y en a parmi vous, hein, qui connaissent cet outil, vous devez bien rigoler, je pense. Ah, regardez, il y avait Save as Data Source. Non, mais attendez, mais moi, n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc, on va marquer Supabase. Je me disais bien qu'on pouvait quand même sauvegarder ça quand même. Supabase. Ok. Et dans Supabase, on a notre petite requête qui est là. Et donc, moi, je veux l'envoyer dans un ici. Et non, il veut pas me le binder là-dessus. Alors, sur quoi est-ce que je peux le binder? Supabase. Comment je retrouve mon appel API? Oui, il est là. New API. Comment je retrouve les précédentes requêtes qu'on a fait? Back. Show. To query. Ok, ouais, mais comment j'y retrouve mes queries là, les amis? Edit. Le header, c'est ça. Ouais, ok, ça c'est bon. New API. Ok, donc ça c'était ma requête. Donc c'était ça. Donc moi je vais faire ça en fait, là juste la fin. Alors, hop, il faut peut-être mettre un slash ici. Est-ce que ça marche? Oui, je récupère bien. Ok. Donc ça, je récupère bien. Bah écoutez, on va essayer le texte ici, là. Ok. Texte, ouais, mais t'es bien sympa. Mais moi, j'aimerais que tu boucles, en fait, sur tous les... Ah, alors attendez, ok. Il boucle pas, il m'affiche tout d'un coup, là, d'accord. Alors ça, c'est pas terrible, en fait. Ça, c'est pas terrible. J'aurais aimé que ça soit lui qui soit connecté dessus. Pas ce petit machin, là. Lui, je peux pas le connecter quand même. Ça me paraît fou cette histoire-là. Supabase. Comment je vois les requêtes déjà créées? C'est fou cette histoire quand même. Supabase. New API, ouais, ok. On repart pour un tour. Heureusement, j'ai gardé mon URL. Si je lance... qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, mais vas-y, relance-moi quoi. Qu'est-ce qui... C'est bien compliqué pour pas grand-chose. Ça doit marcher logiquement. Oui, ça marche. Ça marche, on est d'accord. Data source, connexion, add to canvas. Alors écoutez, on va essayer ce machin table, hein. Ok. Le problème, c'est que là, ok, donc ça c'est pas mal, c'est intéressant, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais là, il nous affiche ça et est-ce qu'on peut éditer le contenu? Ah, et là, est-ce que si je fais ça, pas non, title par exemple, non, il rentre pas dedans. Ok, post. Plain text, post ID, point title. Ah, regardez, on va y arriver. Ok.
Intéressant. Donc là, on a le title du titre et on va faire pareil pour la catégorie ici. Bim, on va pouvoir aller sur Name, j'imagine. Ok, voilà. On est capable d'afficher ça et de filtrer. En plus, ça c'est pas mal cette petite interface là. C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais au moins comme ça, on a déjà une première petite interface. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on a une espèce de preview quelque part? Share. Ok, on va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on voit l'application? C'est laborieux, hein, les amis, hein. Je vous avais dit, hein, cette vidéo, ça allait être laborieux. Vous allez me voir galérer comme dans la vraie vie. Sauf que dans la vraie vie, je parle pas autant. Alors non, faut que je la rende publique. Ok. Est-ce que là, si je rafraîchis, non. Alors il faut peut-être sauvegarder quelque part. Faire un deploy. Ok, ça c'est pas mal. Là on est pas mal. Là on est pas mal parce que on a directement un petit tableau là qui nous affiche directement ça. Donc ça fait une espèce de petite share view. On a, hop, on peut faire des petits tris comme ça sur la catégorie contain. Et puis c'est quoi? C'est ça, hop, par exemple. Ah, pas mal, pas mal. On a fait des petites choses sympas. Maintenant, moi j'aurais bien aimé quand même pouvoir boucler sur des titres en fait. C'est ça que je voulais faire au départ quand même. Donc là, on reprend hop, notre petite URL magique. On fait run. Ok. Là, on a ça. Et nous, on voudrait par exemple boucler sur ça. Ok. Donc ça, lui, il affiche tout ce bazar. Comment je peux lui dire de boucler en fait? C'est ça que je comprends pas bien. Et là, il me manque un élément parce que là, on voit que table data, il boucle là-dessus. Donc, il nous manque un petit élément. Modal, input. Qu'est-ce qu'on a? Currency input, conteneur. J'aurais bien aimé, moi, le conteneur quand même. Ça me paraissait pas mal, cette histoire de conteneur. Multi-select, switch group, table. Eh ben, je suis un peu embêté parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Conteneur, là. Moi, conteneur, ça m'a l'air d'être pas mal, logiquement, quand même, cette histoire-là. New API, hop. Ok. Vas-y, fais-moi ça. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme option ici? Header. Ok. Response. Ça c'est bon. Select widgets. Donc moi je voulais binder là-dedans. Bind on selection is not supported for this type of widget. Ouais, donc ce widget là, lui, il ne sait pas gérer ça. Ok. Donc il y aurait quoi comme widget qui pourrait faire ça? Parce que là, c'est quand même fou qu'on ne puisse pas boucler et afficher tout ça quand même. C'est quand même pas compliqué ce qu'on demande, hein. C'est quand même pas compliqué. Alors attendez, on va essayer un truc. On va essayer de mettre du texte ici, qui sera le nom, le titre. Ok, le titre de l'article. On va tester. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ici, on aura le content. Voilà, c'est l'objectif, hein. Et ensuite, on peut faire une copie, ça c'est cool. On aura ici la catégorie. Catégorie. Ok. Non, catégorie. Avec un R, ça sera... Oh là là, décidément. Hop, ok. Et j'aimerais que ces champs-là se mettent à jour, hein, avec notre petite requête, tout simplement. Ok. Ça marche. Donc, select widget. Hop. Ok. Et il a fait quoi? Est-ce qu'il nous a...
Il nous a fait quelque chose? Non. Non, non, il n'a rien fait du tout. Donc ça n'a pas du tout marché. Donc on est reparti pour un énième tour. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas récupérer les anciens calls. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Hein. Là, select widget, bind to texte 1. Sauf que là, ouais, c'est pas très joli, quoi. Là, il y a quelque chose qui m'échappe, les amis. Là, il y a quelque chose qui m'échappe parce que il me récupère tout et il me propose pas de boucler dessus. Donc il y a un truc sur les boucles là qui je ne comprends pas et qui m'ennuie fortement. Par exemple, si je prends liste, voilà, je mets liste ici, logiquement liste. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal. On n'a pas besoin d'image, mais ça peut être pas mal. Là, attendez, c'est peut-être effectivement là le truc que je prenais là, hop, le conteneur, ça ne marche pas, mais liste, ça peut marcher par contre. On peut imaginer que ça, c'est le titre. On peut imaginer que ça, hop, c'est le contenu, par exemple. Ok. Comment je peux agrandir? Il doit y avoir une taille quelque part dans cette histoire. Ouais, scroll content, c'est pas très beau quand même. On va le laisser comme ça. Il faudrait pouvoir agrandir ce petit bloc. Mais alors là, je vous avoue qu'on va pas perdre de temps là-dessus. Texte 2. Est-ce qu'il y a une size quelque part? Bon, on va pas s'embêter à régler ça maintenant, mais on a compris l'idée. Hein. L'idée, c'est d'afficher le content ici. On va pas apprendre à se servir d'AppSmith dans la totalité aujourd'hui. C'est pas du tout l'objectif. J'aimerais juste le remettre là, quoi, quand même. Ok. Hop. Voilà. C'est comme ça. Et on veut la catégorie. Hop. On va la mettre ici. Donc ça, on a dit le title. Ça, la catégorie. Et le content, il s'est barré ici. Là, je sais pas pourquoi. Allez, vas-y, mets-toi là, là. Hop. Ça sera le content. Ok. Bon. J'espère que vous passez un bon moment parce que moi je commence un peu à transpirer devant ce truc qui ne veut pas fonctionner comme j'avais envie. Ok, donc là on fait ça. Select widget, cette fois-ci on va le binder to la liste. Ok, là il n'a pas crié, parfait. Donc là je devrais pouvoir lui dire donc le current item, qu'est-ce qu'on a comme choix? Ok, post ID. Ok, là on va pouvoir parcourir notre... Est-ce qu'on peut le parcourir? Oui, voilà, on a le titre, ça y est, ça marche. On a notre titre ici, maintenant ici la catégorie, donc là c'était... Hop, on va sur catégorie.name. Nickel, on a la catégorie, et là on voulait du coup, eh bien, aller chercher... C'est pas un ID, mais nous c'était le post, et on voulait le content. Le content. Hop. Voilà, ça y est, on y est. On peut peut-être lui dire scroll contents. Voilà, comme ça on a un petit truc de scroll. Et du coup, on peut passer de page en page. Ok, et donc là, si je fais deploy, j'imagine qu'il va mettre à jour mon application. Et ben voilà, regardez, on y est arrivé. Ça nous affiche bien, effectivement, nos articles. Alors, c'est pas très beau, hein. Il faudrait prendre du temps pour comprendre comment ça marche dans ce petit logiciel AppSmith. Attendez, on va virer ce truc-là. On a vu que ça marchait bien. On va essayer de... Qu'est-ce que je fais là? Ok. Ok. C'est pas hyper instinctif. Hein. J'avoue que là, le découvrir devant vous, c'est pas forcément ce qui est de plus simple. Là, si on fait deploy, on va avoir quelque chose logiquement d'un peu plus sympathique. Vous avez vu, on n'a pas écrit de code. Et là, ça va directement utiliser nos données qui sont stockées
sur Supabase. On a généré la table Supabase avec Symfony. Ok, c'est cool. J'aimerais juste agrandir ce bloc en fait. Ce bloc-là, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Comment je peux l'agrandir, ce petit bloc? Tac. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment agrandir ce bloc. Server-side pagination. Ah, on peut demander au serveur de paginer. On ne va pas lui demander ça. Il faudrait vraiment prendre le temps de bien travailler tout ça. Non, ce que j'aimerais juste agrandir, moi, c'est ce truc-là. Là. Pourquoi est-ce que c'est si petit? Pourquoi je peux pas agrandir, en fait? Là, il me fait quoi? Ah, ben voilà, voilà, tout simplement. Voilà, il fallait juste chercher un peu, quoi. Donc là, ça serait bien qu'il y ait au moins 2 articles. Ok, allez, on fait un deploy ici. Et voilà, on est capable. Bon, après, vous imaginez, on pourrait mettre des liens, des machins cliquables, etc. etc. Là, c'est vraiment fait à l'arrache. Mais on est capable, avec une solution auto-hébergée, de fabriquer une petite application. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Current deploy version. Est-ce qu'on peut virer la petite en-tête en haut? Je ne sais pas si on peut la virer. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire un design vraiment sympa avec AppSmith. Je ne suis pas allé voir ici hein, si on avait des trucs sympas, mais bon, probablement oui. Hein. Après, tout est imaginable, j'ai envie de dire. On peut mettre des boutons, ok, on peut mettre un bouton. Alors, on va juste tester un peu les trucs hein, pour voir à quoi ça ressemble. On peut créer des charts, donc j'imagine qu'on pourrait utiliser des données qui proviendraient d'une API. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'il y a un module bouton, par exemple, un module menu? Non, il n'y a pas. Donc, si vous voulez vous créer un menu, il faut voilà, enchaîner. Alors, vous n'allez pas faire le site le plus beau de l'année, hein, ça c'est clair, mais ça peut être intéressant pour créer une petite application métier rapidement, sans vous prendre trop la tête. C'est honnêtement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut permettre de générer des visualisations assez rapides de vos données depuis une API. Bon, là, on l'a fait avec Supabase parce que l'idée, c'était de tester plein de petits trucs ce soir ensemble. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Ce qui pourrait être sympa aussi, c'est de voir la partie formulaire, voir à quoi ça ressemble. On va mettre juste un seul article. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de quoi faire des formulaires. Attends, on va rajouter un petit menu. Hop, ici, comme ça. Attendez, je vais virer ce menu-là. Je vais juste voir à quoi ça ressemble, ce truc-là. Hop. Ouais, d'accord, c'est un menu. Super, bravo. Et il y avait forme quelque part, input, JSON form, multi-select. C'est quoi le JSON form? Ça m'intrigue, le JSON form. Ok. Et derrière, ouh, ça c'est sympa, ça. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien parce que si on bosse avec une API, vous avez vu, hein, ça génère directement le payload d'une requête. Enfin, on pourrait en tout cas, j'imagine, utiliser ce truc-là et envoyer, j'imagine, il faudrait creuser, hein, mais on pourrait, j'imagine, envoyer submit bouton, ok, on pourrait probablement paramétrer le comportement lors de la soumission et envoyer le JSON qui est généré. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de gagner quand même pas mal de temps. Ah ouais, c'est sympa ça. Ça, c'est sympa. Le petit date picker, il est cool. Ce qui pourrait être bien, c'est de pouvoir changer la couleur de toute la page. Est-ce qu'on a accès à ça? Probablement. Probablement. Alors, on va pas chercher aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps et que c'est pas le sujet. Theme property, oui, vous voyez, c'est là qu'on doit pouvoir changer la couleur principale. Est-ce qu'on a un petit... ok, on va mettre un petit bleu comme ça. Ok, sympa. On peut styliser un peu tout ce qu'on veut. Ok, si on veut que ça soit rond, si on veut qu'il y ait des ombres ou je ne sais trop quoi. On a évidemment une version... Est-ce qu'on a des versions... Ah, ok, il faut adapter la version. Ok, si on est en mode smartphone par exemple, il faut lui dire, ok, comme tu es en smartphone, alors tu te mets comme ça. Ok, donc on peut vraiment designer hop, chaque petite interface. Et donc là, si je fais un deploy à nouveau, là, je vais avoir la version... Ah ouais, donc j'ai directement la version smartphone.
Ok. Donc là, en pleine largeur. Et à quel moment est-ce qu'on peut faire du responsive avec ce truc-là? Je ne sais pas. Si je me mets comme ça, ouais, donc ah, attendez, est-ce qu'il avait commencé? Oui, si, c'est bon, ça fait du responsive. Ok, donc il y a moyen de faire des petites choses, hein. Bon, là, c'est fait à l'arrache. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je pense que vous m'avez suffisamment vu galérer dans cette petite expérimentation. Mais voilà, ça faisait un moment que j'avais repéré ce AppSmith. J'avais envie de le tester pour voir si ça pouvait de temps en temps rendre des petits services pour générer rapidement des petites vues sur des données qui proviendraient d'une API. Et tant qu'à faire, comme en ce moment je travaille avec Supabase et que je découvre cet outil, je me suis dit, allez, essayons de nous connecter dessus. Et comme je suis développeur Symfony, ben, j'avais envie tout simplement de générer mes bases de données Supabase depuis Symfony. Donc un beau bazar, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu en route, j'espère que ça vous a intéressé et que vous avez peut-être découvert des approches, hein. Vous voyez qu'on peut mêler le développement Symfony avec un backend as a service, Supabase, et qu'on peut exploiter après dans une application de génération de front-end. Il ne faut pas opposer le code et le no-code, ça n'a absolument aucun sens. Il faut savoir juste utiliser les bonnes briques au bon moment quand on en a besoin. Et quand on est capable comme ça de mettre les bonnes choses les unes à la suite des autres, eh bien on est capable d'architecturer un système d'information. Un système d'information, c'est pas nécessairement qu'une application Symfony, une base de données, non, c'est plus compliqué que ça. Il peut y avoir plein d'interactions entre plein de systèmes entre eux. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir dans sa boîte à outils comme ça plein de solutions, plein d'approches possibles. Moi, c'est pour ça que très régulièrement, et ce que je vous ai fait là en vidéo, en fait, très régulièrement, je fais ça peut-être 1 à 2 fois par semaine, ce genre de petite expérimentation. Alors évidemment, ça va plus vite parce que je ne parle pas en même temps, mais je teste en permanence plein de petites choses parce que comme ça, je me dis, ah, peut-être que, et effectivement, ça arrive des fois dans un projet, on se dit, ah là c'est pertinent, j'ai testé un truc, on présente ça aux collègues. Si ça semble pertinent, alors dans ces cas-là, on peut approfondir évidemment et aller dans quelque chose de plus concret, hein, parce que là, c'est vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation, qu'il ne faut pas reproduire tel quel, évidemment, hein. Il faut prendre un peu de hauteur et extrapoler pour une situation qui serait plus dans le monde réel. Voilà, écoutez, j'avais envie de vous partager un petit peu comme ça cette pérénigration, de me perdre comme ça dans cette découverte. Moi, j'ai passé un très bon moment. Même si là je crève de soif et donc dès que je vais éteindre la vidéo, je vais aller courir boire un verre d'eau. Allez, je vous embête pas plus longtemps, la vidéo elle dure déjà quasiment 1 heure, je suis désolé. Si vous avez tenu jusque là, laissez un commentaire pour dire que vous êtes vraiment vous êtes vaillants d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à toutes et à tous, à très bientôt, portez-vous bien.